Le 14 septembre 2001, Céline Faure quitte son appartement du 9e arrondissement de Lyon vers 8h30 du matin. Elle porte un jean délavé, un pull gris clair et des baskets blanches. Son sac en bandoulière contient son portefeuille, ses clés et son agenda professionnel. Elle se rend à son cabinet médical situé rue de la République, à 15 minutes à pied. Céline est infirmière libérale. Elle a rendez-vous avec 3 patients dans la matinée. Aucun d'entre eux ne la verra jamais arriver. À midi, son téléphone fixe sonne dans le vide. À 18h, son compagnon tente de la joindre. Pas de réponse. Le lendemain, sa disparition est signalée au commissariat du 2e arrondissement. Les policiers interrogent l'entourage. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Céline menait une vie stable, professionnelle, sans histoire. Pas de dette, pas de conflit, pas d'ennemis connus. Les premières recherches ne donnent rien. Son sac n'est jamais retrouvé. Son téléphone portable reste éteint. Aucune trace bancaire. Le dossier est classé sans suite en 2004. Céline Faure a 39 ans lorsqu'elle disparaît. Elle devient un nom parmi d'autres dans les fichiers des personnes disparues. 20 ans plus tard, en juin 2021, un contrôle administratif de routine dans un hôpital de Villeurbanne révèle une anomalie dans un ancien dossier médical. Le nom inscrit est celui de Céline Faure. La date de naissance correspond. Mais le dossier contient des consultations postérieures à septembre 2001, des ordonnances signées, des examens effectués, des hospitalisations enregistrées. Tout semble en règle, sauf que Céline Faure est officiellement portée disparue depuis 20 ans. Ce dossier médical ne devrait pas exister. Pourtant, il est là, authentique en apparence, falsifié en réalité. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez en ce moment. Indiquez-moi votre ville et l'heure qu'il est chez vous dans les commentaires. Cela me permet de mieux connaître ma communauté et de comprendre d'où viennent mes abonnés. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun prochain épisode. Un petit like aide également énormément à faire découvrir ce type de contenu à d'autres personnes passionnées par les mystères non résolus. Merci d'avance pour votre soutien. Maintenant, revenons à notre histoire. L'affaire Céline Faure commence réellement le 15 septembre 2001. Son compagnon, Vincent François, se présente au commissariat du 2e arrondissement de Lyon. Il déclare que Céline n'est pas rentrée chez elle depuis la veille au matin. Il précise qu'elle devait recevoir des patients à son cabinet et qu'aucun d'entre eux ne l'a vue. Il ajoute qu'elle ne répond ni à son téléphone fixe ni à son portable. Vincent est inquiet mais calme. Il fournit tous les détails nécessaires, une photo récente, la description vestimentaire, l'itinéraire habituel entre leur domicile et le cabinet médical. Les policiers prennent note et ouvrent une enquête de flagrance. Les premiers jours sont marqués par une mobilisation rapide. Les collègues de Céline sont interrogés. Ses patients aussi. Ses amis, sa famille, ses voisins. Tous confirment la même chose. Céline est quelqu'un de fiable, d'organisé, d'équilibré. Elle ne manquerait jamais un rendez-vous sans prévenir. Elle n'a aucune raison de disparaître volontairement. Les enquêteurs vérifient ses comptes bancaires. Aucun retrait depuis le 13 septembre. Son téléphone portable reste désactivé. Aucune borne ne capte de signal. Son cabinet est fouillé. Rien de suspect. Son appartement également. Aucune trace de lutte. Aucun indice de départ précipité. Les recherches s'élargissent. Des battues sont organisées dans les quartiers proches de son domicile et de son cabinet. Les berges du Rhône et de la Saône sont inspectées. Des plongeurs sondent certaines zones. Rien. Les caméras de surveillance de l'époque, encore peu nombreuses, sont visionnées. Aucune image de Céline le 14 septembre au matin. Les policiers interrogent les commerçants de la rue de la République. Personne ne se souvient l'avoir vue ce jour-là. Un témoin affirme avoir aperçu une femme correspondant à sa description près de la place Bellecour vers 9h.
L'information est vérifiée mais ne mène nulle part. Au fil des semaines, l'enquête piétine. Les hypothèses se succèdent. Enlèvement crapuleux, agression suivie d'un homicide, fugue volontaire, accident non signalé. Chacune est explorée puis écartée faute de preuves. Vincent François, le compagnon, est placé sous surveillance discrète. Les enquêteurs le soupçonnent brièvement, mais son emploi du temps du 14 septembre est vérifié. Il travaillait ce jour-là dans une entreprise de travaux publics à Vénissieux. Plusieurs collègues confirment sa présence toute la journée. Il est rapidement mis hors de cause. L'enquête perd peu à peu en intensité. Les pistes s'épuisent. En 2004, après 3 ans d'investigation sans résultat, le dossier est classé. Céline Faure reste inscrite au fichier des personnes disparues. Sa famille ne renonce pas. Chaque année, des appels à témoins sont relancés. Des affiches sont collées. Des articles paraissent dans la presse locale. Mais rien ne change. Le mystère demeure intact. Vincent François quitte Lyon en 2007. Il ne supporte plus de vivre dans cette ville où tout lui rappelle Céline. Il refait sa vie ailleurs. Les années passent. L'affaire sombre dans l'oubli. Jusqu'à ce jour de juin 2021 où une employée administrative de l'hôpital de Villeurbanne tombe sur un dossier qui n'aurait jamais dû exister. L'employée qui découvre l'anomalie s'appelle Sandrine Lambert. Elle travaille au service des archives médicales de l'hôpital de Villeurbanne depuis 15 ans. En juin 2021, elle est chargée de numériser les anciens dossiers papier pour les intégrer dans le système informatique centralisé. C'est un travail répétitif, fastidieux, qui nécessite de la rigueur. Sandrine vérifie chaque document avant de le scanner. Elle contrôle les dates, les signatures, les tampons. Ce jour-là, elle tombe sur un dossier au nom de Céline Faure. Le nom ne lui dit rien. Elle ouvre le dossier. Il contient une quinzaine de documents, des comptes rendus de consultation, des ordonnances, des résultats d'analyse, un certificat d'hospitalisation daté de novembre 2003. Sandrine remarque quelque chose d'étrange. Les documents sont en bon état, trop bons pour des archives de 20 ans. Le papier n'est pas jauni, l'encre n'est pas délavée, les agrafes ne sont pas rouillées. Elle examine les dates plus attentivement. Première consultation, 12 octobre 2001. Deuxième consultation, 3 mars 2002. Troisième consultation, 18 septembre 2003. Les documents sont signés par un certain docteur Alain Bernard, médecin généraliste rattaché à l'hôpital. Sandrine connaît ce nom. Alain Bernard a pris sa retraite en 2015. Il n'exerce plus. Elle décide de vérifier l'identité de la patiente dans la base de données nationale. Elle tape le nom Céline Faure, date de naissance 17 avril 1962. Le résultat qui s'affiche la laisse sans voix. Céline Faure est inscrite au fichier des personnes disparues depuis le 15 septembre 2001. Statut: disparition inquiétante non résolue. Sandrine relit 3 fois l'information. Elle ne comprend pas. Comment une personne disparue en septembre 2001 peut-elle avoir consulté un médecin en octobre de la même année, puis à nouveau en 2002 et 2003? Elle appelle sa supérieure hiérarchique. Ensemble, elles examinent le dossier. Elle conclut qu'il s'agit probablement d'une erreur administrative, un homonyme, une confusion de dossier. Mais la date de naissance correspond, le lieu de résidence également, Lyon, 9e arrondissement. Trop de coïncidences. La supérieure de Sandrine contacte la direction de l'hôpital. Un signalement est transmis à la police judiciaire de Lyon dans la journée. Le lendemain, 2 enquêteurs se présentent au service des archives. Ils récupèrent le dossier médical complet. Ils interrogent Sandrine et sa supérieure. Elles ne peuvent fournir aucune explication. Le dossier était classé normalement, rangé parmi des centaines d'autres. Rien ne le distinguait. Les enquêteurs emportent les documents pour analyse. Ils retournent au commissariat et rouvrent officiellement le dossier Céline Faure. 20 ans après sa disparition, l'affaire refait surface. Mais cette fois, elle prend une tournure encore plus troublante.
Les premières vérifications sont effectuées rapidement. Les enquêteurs consultent les archives de l'hôpital de Villeurbanne. Ils recherchent des traces de passage de Céline Faure entre 2001 et 2003. Aucune inscription aux urgences, aucune admission en service, aucun paiement enregistré à son nom. Le dossier médical semble avoir été créé de toutes pièces, puis intégré discrètement dans les archives. Les enquêteurs décident de retrouver le docteur Alain Bernard, dont la signature apparaît sur plusieurs documents. Ils obtiennent son adresse actuelle. Il vit désormais à Annecy, retraité depuis 6 ans. Un rendez-vous est pris. 2 enquêteurs se déplacent pour l'interroger. Alain Bernard les reçoit dans son appartement le 18 juin 2021. Il a 68 ans. Il est surpris par la visite mais coopératif. Les enquêteurs lui présentent les documents portant sa signature. Ils lui demandent s'il se souvient d'une patiente nommée Céline Faure. Alain Bernard observe les documents attentivement. Il fronce les sourcils. Il déclare ne pas se souvenir de cette patiente. Les enquêteurs insistent. Ils lui montrent les dates. Octobre 2001, mars 2002, septembre 2003. Alain Bernard secoue la tête. Il affirme ne jamais avoir consulté de patiente portant ce nom. Il ajoute quelque chose de plus troublant encore. Cette signature n'est pas la sienne. Elle y ressemble, mais ce n'est pas son écriture. Les enquêteurs sortent alors d'autres documents pour comparaison. Ils ont apporté des ordonnances authentiques signées par Alain Bernard à la même époque. Ils placent les 2 signatures côte à côte. Alain Bernard a raison. Les différences sont subtiles, mais réelles. L'inclinaison des lettres, la boucle du A, la forme du B. Quelqu'un a imité sa signature avec une certaine habileté. Mais ce n'est pas lui qui a signé ces documents. Les enquêteurs prennent note de sa déposition. Ils lui demandent s'il a des ennemis, s'il a subi des vols de documents médicaux, si son identité professionnelle a pu être usurpée. Alain Bernard répond par la négative. Il n'a jamais eu de problème de ce type. Il n'a jamais porté plainte pour falsification. Avant de partir, les enquêteurs lui posent une dernière question. Connaissait-il Céline Faure avant 2001? A-t-il déjà entendu parler de sa disparition? Alain Bernard répond qu'il n'a jamais connu cette femme. Il n'a jamais entendu parler de son cas. Il ajoute qu'à l'époque, en 2001, il travaillait beaucoup. Il consultait plusieurs dizaines de patients par semaine. Il ne lisait pas régulièrement les faits divers. Il est possible que la disparition de Céline Faure lui ait échappé. Les enquêteurs le remercient et prennent congé. Ils repartent avec une certitude. Le dossier médical de Céline Faure est un faux. Quelqu'un l'a créé volontairement. Quelqu'un qui avait accès aux archives de l'hôpital. Quelqu'un qui connaissait les procédures administratives. De retour à Lyon, les enquêteurs lancent une expertise graphologique sur les signatures. Ils confient également les documents à un laboratoire pour analyse du papier, de l'encre et des tampons. Les résultats arrivent 10 jours plus tard. Le papier utilisé correspond bien à celui employé par l'hôpital de Villeurbanne entre 2001 et 2004. L'encre provient d'un stylo à bile standard, impossible à tracer. Les tampons sont authentiques. Ce sont les mêmes que ceux utilisés par le service de médecine générale de l'hôpital à cette époque. La signature, en revanche, est confirmée comme étant une contrefaçon. Quelqu'un a donc eu accès au matériel administratif de l'hôpital. Quelqu'un qui travaillait probablement sur place. Les enquêteurs dressent une liste du personnel présent à l'hôpital de Villeurbanne entre 2001 et 2004. Médecins, infirmières, secrétaires médicales, agents administratifs, personnel d'entretien. La liste compte plus de 300 noms. Il commence par les personnes ayant eu un accès direct aux archives. Secrétaire médical en priorité. 17 personnes correspondent à ce profil. Les enquêteurs les convoquent une à une. Chacune est interrogée. Aucune ne se souvient de Céline Faure. Aucune ne reconnaît avoir créé ou manipulé ce dossier. Les interrogatoires durent 3 semaines. Ils n'aboutissent à rien. Soit la personne responsable ment parfaitement, soit elle ne travaille plus à l'hôpital depuis longtemps.
Une autre hypothèse émerge. Et si le dossier avait été créé bien après 2004? Et si quelqu'un avait simplement utilisé du vieux papier, des tampons récupérés, et avait glissé le dossier dans les archives des années plus tard? Cette possibilité change tout. Cela signifierait que n'importe qui ayant eu accès aux archives entre 2004 et 2021 pourrait être responsable. Le champ des suspects s'élargit considérablement. Les enquêteurs décident de vérifier si d'autres dossiers suspects existent dans les archives de l'hôpital. Sandrine Lambert et son équipe passent en revue plusieurs centaines de dossiers datant de la même période. Ils ne trouvent rien d'anormal. Le dossier de Céline Faure semble être un cas unique. Pendant que l'enquête sur le dossier médical se poursuit, les enquêteurs décident de reprendre l'affaire depuis le début. Ils relisent tous les procès-verbaux de 2001. Ils réécoutent les témoignages. Ils revisitent les hypothèses initiales. Peut-être que la falsification du dossier médical est liée à la disparition elle-même. Peut-être que quelqu'un a voulu faire croire que Céline Faure était encore en vie après septembre 2001. Mais dans quel but? Pour détourner l'enquête? Pour protéger quelqu'un? Pour effacer des traces? Les enquêteurs contactent à nouveau Vincent François, l'ancien compagnon de Céline. Ils le localisent dans le sud de la France, près de Marseille. Il accepte de répondre à leurs questions par téléphone. Vincent François n'a plus 20 ans. Il en a aujourd'hui 60. Sa voix est fatiguée. Il explique qu'il a refait sa vie, mais qu'il n'a jamais oublié Céline. Il pense à elle régulièrement. Il se demande encore ce qui a pu lui arriver. Les enquêteurs lui parlent du dossier médical découvert à Villeurbanne. Vincent est stupéfait. Il ne comprend pas. Il affirme que Céline n'est jamais réapparue après le 14 septembre 2001. Elle n'a jamais contacté personne, ni lui, ni sa famille, ni ses amis. Il ajoute qu'il a longtemps espéré qu'elle revienne. Mais avec le temps, il a fini par accepter qu'elle était probablement morte. L'idée qu'un dossier médical falsifié existe le bouleverse. Les enquêteurs lui posent des questions sur l'entourage de Céline à l'époque. Avait-elle des ennemis, des patients difficiles, des collègues avec qui elle était en conflit? Vincent réfléchit. Il répond que Céline était appréciée de tous. Elle n'avait pas d'ennemis. Elle entretenait de bonnes relations avec ses collègues infirmières. Ses patients la respectaient. Il mentionne néanmoins un détail qu'il avait déjà évoqué en 2001, mais qui n'avait pas été considéré comme important à l'époque. Dans les semaines précédant sa disparition, Céline semblait préoccupée. Elle recevait des appels téléphoniques qu'elle ne décrochait pas toujours. Quand Vincent lui demandait qui appelait, elle répondait vaguement « un ancien patient, rien d'important ». Les enquêteurs prennent note. Ils demandent à Vincent s'il se souvient du nom de ce patient. Vincent répond que non. Céline n'en parlait pas. Elle semblait vouloir gérer cette situation seule. Vincent insiste sur un point. Céline était quelqu'un de secret sur certaines choses. Elle ne se confiait pas facilement. Elle aimait régler ses problèmes elle-même. Les enquêteurs remercient Vincent et raccrochent. Ils retournent dans les archives de l'enquête initiale. Ils recherchent la liste des patients de Céline Faure en 2001. Cette liste avait été établie à l'époque, mais jamais exploitée en profondeur. Elle contient une trentaine de noms. Les enquêteurs décident de les recontacter. Le travail est fastidieux. 20 ans ont passé. Certains patients sont décédés, d'autres ont déménagé. Plusieurs numéros de téléphone ne sont plus attribués. Les enquêteurs parviennent néanmoins à en joindre 17. Ils les interrogent un par un. La plupart se souviennent vaguement de Céline Faure. Ils la décrivent comme une infirmière compétente, attentionnée, professionnelle. Aucun ne signale de comportement inhabituel. Aucun ne mentionne de conflit. Les enquêteurs continuent leurs recherches. Ils finissent par retrouver un ancien patient nommé Stéphane Lambert. Il a aujourd'hui 52 ans. Il vit à Vaux-en-Velin. Il accepte de recevoir les enquêteurs chez lui. Stéphane Lambert se souvient très bien de Céline Faure.
Il explique qu'elle venait chez lui 2 fois par semaine pour des soins post-opératoires en 2001. Il avait subi une intervention chirurgicale au genou en juin de cette année-là. Céline assurait les pansements et le suivi. Stéphane précise qu'elle était très professionnelle. Jamais un retard, jamais une erreur. Les enquêteurs lui demandent s'il a remarqué quelque chose de particulier dans les semaines précédant sa disparition. Stéphane hésite, puis il répond que oui, il a remarqué quelque chose. Céline semblait nerveuse. Elle regardait souvent son téléphone portable. Elle sursautait quand il sonnait. Un jour, elle a reçu un appel pendant qu'elle était chez lui. Elle a quitté la pièce pour répondre. Stéphane l'a entendu parler à voix basse. Les enquêteurs lui demandent s'il se souvient de ce qu'elle disait. Stéphane répond qu'il n'a pas tout compris, mais il a entendu une phrase. « Je t'ai dit que c'était fini. Arrête de m'appeler. » Puis Céline est revenue dans la pièce. Elle semblait contrariée. Elle a terminé les soins rapidement et elle est partie. C'était la dernière fois que Stéphane la voyait. Quelques jours plus tard, il a appris sa disparition par les journaux. Il a contacté la police à l'époque pour signaler cette conversation, mais son témoignage n'avait pas été jugé déterminant. Les enquêteurs vérifient dans les archives. Effectivement, le témoignage de Stéphane Lambert figure dans le dossier. Il avait été consigné mais pas exploité. Une erreur d'appréciation. Ce témoignage change la perspective de l'enquête. Céline Faure était peut-être harcelée par quelqu'un qui l'appelait régulièrement, quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un avec qui elle avait eu une relation qu'elle voulait terminer. Les enquêteurs retournent voir Vincent François. Ils lui posent des questions plus directes. Est-ce que Céline avait eu une liaison avant leur rencontre? Est-ce qu'elle avait été en couple avec quelqu'un d'autre? Vincent réfléchit. Il répond que oui, Céline avait eu une relation avant lui. Elle s'était séparée de son ancien compagnon en 1998. Ils avaient vécu ensemble pendant 5 ans. La séparation avait été difficile. L'homme ne voulait pas accepter la rupture. Il avait tenté de recontacter Céline plusieurs fois. Les enquêteurs demandent le nom de cet homme. Vincent fouille dans sa mémoire. Il finit par se souvenir. Pascal Fournier. Il vivait à Lyon à l'époque. Vincent ne sait pas ce qu'il est devenu. Les enquêteurs lancent une recherche. Ils retrouvent Pascal Fournier. Il a aujourd'hui 63 ans. Il vit toujours à Lyon, dans le 7e arrondissement. Il travaille comme technicien hospitalier. Les enquêteurs se figent. Technicien hospitalier. Ils vérifient son lieu de travail. Pascal Fournier est employé à l'hôpital de Villeurbanne depuis 1995. Il y travaille encore aujourd'hui. Il a donc eu accès aux locaux de l'hôpital pendant toute la période concernée, entre 2001 et 2021. Il aurait pu créer le dossier médical falsifié. Les enquêteurs décident de convoquer Pascal Fournier pour un interrogatoire. Ils le contactent et lui fixent un rendez-vous au commissariat. Pascal accepte sans difficulté. Il se présente le 15 juillet 2021 à 14 h. Il est calme, posé, coopératif. Les enquêteurs commencent par des questions générales. Ils lui demandent s'il connaît Céline Faure. Pascal répond immédiatement « Oui, il la connaît », ou plutôt « il la connaissait ». Ils ont vécu ensemble entre 1993 et 1998. Ils se sont séparés à l'amiable. Ils ne se sont plus revus après. Les enquêteurs notent cette version. Ils demandent à Pascal s'il a tenté de recontacter Céline après la rupture. Pascal hésite une seconde. Puis il répond « Oui, 1 ou 2 fois. » Mais elle lui a dit qu'elle ne voulait plus le voir. Il a respecté sa décision. Les enquêteurs insistent. 1 ou 2 fois, ou plusieurs dizaines de fois. Pascal se raidit. Il répond qu'il ne se souvient pas exactement. Peut-être qu'il a appelé plus souvent, mais seulement au début. Après, il a arrêté. Il a tourné la page. Les enquêteurs changent de sujet. Ils lui demandent où il était le 14 septembre 2001. Pascal réfléchit. Il répond qu'il ne s'en souvient pas précisément. C'était il y a 20 ans. Il travaillait probablement à l'hôpital ce jour-là. Les enquêteurs vérifient.
Pascal Fournier était effectivement en service le 14 septembre 2001. Il a pointé à 7 heures du matin. Il a quitté l'hôpital à 16 heures. Son emploi du temps est confirmé par les registres de l'époque. Pascal ne pouvait donc pas se trouver à Lyon au moment de la disparition de Céline. Les enquêteurs poursuivent l'interrogatoire de Pascal Fournier. Ils lui parlent du dossier médical découvert dans les archives de l'hôpital. Ils lui demandent s'il sait quelque chose à ce sujet. Pascal semble surpris. Il répond qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Les enquêteurs lui expliquent. Un dossier au nom de Céline Faure a été retrouvé. Il contient des consultations datées d'après sa disparition. Les signatures sont falsifiées. Le dossier a été créé de toutes pièces. Pascal secoue la tête. Il affirme n'avoir aucune connaissance de ce dossier. Il n'a jamais manipulé d'archives médicales. Son travail consiste à entretenir les équipements techniques de l'hôpital. Il ne s'occupe pas des dossiers administratifs. Les enquêteurs ne le croient pas entièrement. Ils demandent à Pascal s'il a déjà eu accès au service des archives. Pascal répond que oui, occasionnellement, quand il doit intervenir sur des installations situées dans ce secteur, chauffage, ventilation, plomberie. Il a donc eu l'occasion de se rendre dans les locaux où sont stockés les dossiers, mais il n'a jamais ouvert un seul dossier. Il n'en aurait pas eu l'intérêt. Les enquêteurs lui demandent alors pourquoi quelqu'un aurait créé un faux dossier médical au nom de Céline Faure. Pascal répond qu'il n'en a aucune idée. Il ajoute que c'est une histoire complètement folle. Il ne voit pas qui aurait pu faire une chose pareille, ni pourquoi. Les enquêteurs décident de vérifier les antécédents de Pascal Fournier. Ils consultent les fichiers de police. Aucune condamnation, aucune plainte, aucun signalement. Pascal n'a jamais eu de problème avec la justice. Son casier judiciaire est vierge. Les enquêteurs interrogent ses collègues à l'hôpital. Tous le décrivent comme quelqu'un de discret, de sérieux, de fiable. Personne ne signale de comportement suspect. Pascal semble être un homme ordinaire, sans histoire. Les enquêteurs le laissent partir en fin de journée, mais ils le placent sous surveillance discrète. Ils veulent vérifier ses déplacements, ses contacts, ses habitudes. Peut-être qu'il cache quelque chose, peut-être qu'il ment. Pendant ce temps, les enquêteurs explorent une autre piste. Ils décident de rechercher si Céline Faure avait d'autres relations susceptibles d'avoir créé ce dossier. Il contacte sa famille. Ses parents sont décédés depuis longtemps. Elle n'a pas de frères et sœurs. Mais elle a une cousine, Nathalie Morel, qui vit à Grenoble. Les enquêteurs la joignent par téléphone. Nathalie se souvient très bien de Céline. Elles étaient proches. Elles se voyaient plusieurs fois par an. Nathalie est bouleversée d'apprendre que l'enquête a été relancée. Elle espère que cette fois, la vérité sera découverte. Les enquêteurs lui demandent si Céline lui avait parlé de problèmes personnels avant sa disparition. Nathalie réfléchit. Elle répond que oui. Céline lui avait confié quelque chose en août 2001. Elle s'était vue à Grenoble pour un week-end. Céline semblait inquiète. Elle avait dit à Nathalie qu'un ancien patient la harcelait. Il l'appelait régulièrement. Il lui envoyait des lettres. Il passait devant son cabinet. Céline ne savait pas comment réagir. Elle ne voulait pas porter plainte. Elle pensait que ça allait s'arrêter. Nathalie lui avait conseillé de signaler cette situation à la police. Mais Céline avait refusé. Elle disait qu'elle ne voulait pas créer de problème. Elle espérait que l'homme finirait par se lasser. Les enquêteurs prennent note. Ils demandent à Nathalie si Céline avait mentionné le nom de cet homme. Nathalie répond que non. Céline n'en avait pas parlé. Ce témoignage est capital. Il confirme que Céline était harcelée par quelqu'un, pas par Pascal Fournier, mais par un ancien patient. Les enquêteurs reprennent la liste des patients de Céline. Ils l'examinent plus attentivement. Ils cherchent des indices. Un patient qui aurait consulté plusieurs fois. Un patient qui aurait eu un comportement inadapté. Les enquêteurs contactent à nouveau les patients déjà interrogés. Ils leur posent des questions plus précises. Est-ce qu'ils ont remarqué un autre patient qui semblait obsédé par Céline? Est-ce qu'ils ont entendu parler de quelqu'un qui la suivait? Les réponses
sont négatives. Personne n'a rien remarqué. Les enquêteurs décident alors de consulter les anciens registres de rendez-vous du cabinet de Céline Faure. Ces registres avaient été saisis en 2001 lors de l'enquête initiale. Ils sont conservés dans les archives du commissariat. Les enquêteurs les ressortent. Ils les parcourent page par page. Ils recherchent des anomalies, des rendez-vous annulés, des rendez-vous non honorés, des appels répétés. Ils finissent par repérer quelque chose. Un patient nommé Bruno Morel avait pris plusieurs rendez-vous entre juin et septembre 2001. 5 au total. Mais 2 de ces rendez-vous n'avaient jamais eu lieu. Céline avait noté dans la marge « Patient ne s'est pas présenté ». Un autre rendez-vous avait été annulé par Céline elle-même. Elle avait écrit « Annulé, patient trop insistant ». Les enquêteurs lancent une recherche sur Bruno Morel. Ils retrouvent sa trace. Il a aujourd'hui 66 ans. Il vit à Bron, une commune limitrophe de Lyon. Il est retraité. Les enquêteurs vérifient son casier judiciaire. Rien. Aucune condamnation. Aucun signalement. Ils décident néanmoins de l'interroger. Ils se rendent à son domicile, le 20 juillet 2021. Bruno Morel les reçoit dans son pavillon. Il est surpris par leur visite. Les enquêteurs se présentent et lui expliquent qu'ils enquêtent sur la disparition de Céline Faure. Bruno hoche la tête. Il dit qu'il s'en souvient. C'était une infirmière compétente. Il avait consulté chez elle quelques fois en 2001 pour des soins de routine. Les enquêteurs lui demandent pourquoi certains rendez-vous n'avaient pas eu lieu. Bruno Morel semble mal à l'aise. Il répond qu'il ne se souvient pas exactement. Peut-être qu'il avait eu un empêchement. Peut-être qu'il avait oublié. Les enquêteurs insistent. Ils lui demandent pourquoi Céline avait écrit « patient trop insistant » dans son registre. Bruno rougit légèrement. Il répond qu'il ne sait pas. Peut-être qu'il avait appelé plusieurs fois pour prendre rendez-vous. Peut-être qu'il avait été un peu pressant. Mais ce n'était pas méchant. Il avait juste besoin de soins rapidement. Les enquêteurs ne lâchent pas. Ils lui demandent s'il a recontacté Céline après qu'elle ait annulé son rendez-vous. Bruno hésite. Puis il répond « Oui, une fois ». Il voulait s'excuser, mais elle n'avait pas décroché. Les enquêteurs lui demandent où il était le 14 septembre 2001. Bruno répond qu'il ne s'en souvient pas. C'était il y a trop longtemps. Les enquêteurs lui demandent s'il travaillait à cette époque. Bruno répond que oui, il était employé dans une entreprise de maintenance industrielle à Vénissieux. Les enquêteurs prennent note. Ils vérifient l'information plus tard. Bruno Morel était effectivement en congé le 14 septembre 2001. Il n'a pas d'alibi pour cette journée. Les enquêteurs décident de le placer sous surveillance. Ils veulent en savoir plus sur lui. Ils veulent vérifier s'il a un lien avec le dossier médical falsifié. Peut-être qu'il connaît quelqu'un à l'hôpital de Villeurbanne. Peut-être qu'il a demandé à quelqu'un de créer ce dossier pour brouiller les pistes. Les enquêteurs élargissent leurs recherches. Ils vérifient si Bruno Morel a des antécédents avec l'hôpital de Villeurbanne. Ils consultent les registres d'admission. Bruno Morel a été hospitalisé à Villeurbanne en 2003 pour une intervention mineure. Rien de suspect. Les enquêteurs interrogent le personnel médical qui s'était occupé de lui. Personne ne se souvient de lui. C'était il y a trop longtemps. Les enquêteurs fouillent dans les archives de l'hôpital. Ils recherchent le dossier médical de Bruno Morel. Ils le trouvent. Ils l'examinent. Tout semble normal. Aucune anomalie. Aucun document falsifié. Les enquêteurs sont dans une impasse. Ils ont 2 suspects potentiels, Pascal Fournier et Bruno Morel, mais aucune preuve concrète contre l'un ou l'autre. Pendant ce temps, l'expertise du dossier médical de Céline Faure se poursuit. Les techniciens du laboratoire analysent les tampons administratifs. Ils découvrent quelque chose d'intéressant. Les tampons utilisés sur les documents falsifiés correspondent à des tampons officiels de l'hôpital de Villeurbanne. Mais ils présentent une légère usure inhabituelle, comme s'ils avaient été utilisés longtemps après leur période normale d'utilisation.
Les techniciens en déduisent que les documents ont probablement été créés plusieurs années après les dates indiquées, peut-être même après 2010. Cela signifie que la falsification est récente, beaucoup plus récente que ce que les enquêteurs pensaient. Quelqu'un a attendu des années avant de créer ce dossier. Mais pourquoi? Quel intérêt d'attendre si longtemps? Les enquêteurs se posent la question. Peut-être que quelqu'un voulait relancer l'enquête. Peut-être que quelqu'un voulait attirer l'attention sur la disparition de Céline Faure. Ou au contraire, peut-être que quelqu'un voulait semer la confusion, empêcher la vérité d'éclater. Les hypothèses se multiplient. Les enquêteurs décident de convoquer à nouveau Pascal Fournier et Bruno Morel. Ils veulent les confronter aux nouvelles informations. Ils veulent observer leurs réactions. Pascal Fournier se présente le premier. Les enquêteurs lui expliquent que le dossier a probablement été créé après 2010. Pascal semble soulagé. Il dit que cela prouve qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Il n'aurait aucune raison de créer un faux dossier 10 ans après la disparition de Céline. Les enquêteurs ne répondent pas. Ils le laissent partir. Bruno Morel est convoqué le lendemain. Les enquêteurs lui présentent les mêmes informations. Bruno réagit différemment. Il semble nerveux. Il demande pourquoi il pense qu'il serait impliqué. Les enquêteurs lui répondent qu'ils n'ont rien affirmé. Il cherche simplement à comprendre. Bruno se défend. Il dit qu'il n'a rien fait. Il n'a jamais créé de faux documents. Il ne comprend pas pourquoi il s'acharne sur lui. Les enquêteurs notent son comportement. Bruno Morel est clairement sous pression. Mais est-ce parce qu'il est coupable ou simplement parce qu'il est innocent et qu'il ne supporte pas d'être soupçonné? Les enquêteurs le laissent partir, mais ils continuent de le surveiller. Ils attendent qu'il commette une erreur. Ils attendent qu'il se trahisse. Les jours suivants, les enquêteurs poursuivent leurs investigations en parallèle. Ils surveillent de Bruno Morel et Pascal Fournier. Ils analysent leurs déplacements, leurs appels téléphoniques, leurs contacts. Rien de suspect n'apparaît. Les deux hommes mènent une vie ordinaire. Ils travaillent, rentrent chez eux, sortent peu. Aucun comportement anormal. Aucune tentative de contact avec des personnes liées à l'hôpital de Villeurbanne. Les enquêteurs commencent à douter. Peut-être qu'ils font fausse route. Peut-être que la personne responsable de la falsification n'est ni Pascal ni Bruno. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils n'ont pas encore identifié, quelqu'un qui se cache dans l'ombre depuis 20 ans. Les enquêteurs décident de reprendre l'enquête sous un angle différent. Ils se demandent quel pourrait être le mobile derrière la création de ce dossier médical. Si quelqu'un a voulu faire croire que Céline Faure était encore en vie après septembre 2001, c'est forcément pour une raison précise, soit pour protéger le véritable coupable de sa disparition, soit pour détourner l'attention des enquêteurs, soit pour obtenir quelque chose. Les enquêteurs explorent cette dernière hypothèse. Ils vérifient si des demandes d'indemnisation, des successions ou des héritages ont été réclamés au nom de Céline Faure après 2001. Ils consultent les registres notariaux, les banques, les assurances. Ils ne trouvent rien, aucune transaction suspecte. Les enquêteurs contactent ensuite les proches de Céline pour savoir si quelqu'un a bénéficié de sa disparition. Sa cousine Nathalie Morel leur explique que Céline n'avait pas de patrimoine important. Elle possédait un petit appartement à Lyon qu'elle avait acheté avec un crédit immobilier. Après sa disparition, l'appartement a été vendu par décision de justice en 2008 pour rembourser le crédit. Le reste a été versé à l'État, faute d'héritier direct. Personne n'a profité financièrement de la disparition de Céline. Cette piste est donc écartée. Les enquêteurs reviennent à la question centrale. Pourquoi créer un faux dossier médical? Quel message voulait faire passer la personne responsable? Un des enquêteurs, le capitaine Julien Faure, émet une hypothèse. Et si le dossier médical n'était pas destiné à être découvert maintenant? Et si son créateur
avait simplement voulu le glisser dans les archives pour qu'il soit trouvé bien plus tard, voire jamais. Peut-être que l'objectif était de semer le doute dans l'esprit de ceux qui travaillaient sur l'affaire. Peut-être que quelqu'un voulait prouver que l'enquête initiale avait été bâclée, que des éléments avaient été négligés, que la vérité n'avait jamais été cherchée correctement. Cette théorie ouvre une nouvelle perspective. Elle implique que la personne responsable pourrait être quelqu'un de proche de Céline, quelqu'un qui n'a jamais accepté que son dossier soit classé sans suite. Les enquêteurs reprennent contact avec Nathalie Morel. Ils lui demandent si elle connaît quelqu'un dans l'entourage de Céline qui aurait pu agir de cette manière. Nathalie réfléchit longuement. Puis elle mentionne un nom, Isabelle Fournier, une ancienne collègue de Céline. Elles avaient travaillé ensemble dans un cabinet d'infirmières libérales entre 1995 et 1988. Elles étaient très proches. Après la disparition de Céline, Isabelle avait été dévastée. Elle avait même embauché un détective privé pour tenter de retrouver son amie. Mais cela n'avait rien donné. Isabelle avait fini par abandonner. Nathalie ne sait pas ce qu'elle est devenue. Les enquêteurs notent ce nom. Ils lancent une recherche. Isabelle Fournier a aujourd'hui 58 ans. Elle vit à Villeurbanne. Elle travaille comme infirmière coordinatrice à l'hôpital de Villeurbanne depuis 2005. Les enquêteurs se figent. Isabelle Fournier travaille à l'hôpital où le dossier médical a été découvert. Elle a donc eu un accès direct aux archives. Elle connaissait Céline intimement. Elle avait un lien émotionnel fort avec elle. Et elle travaille dans l'établissement depuis 16 ans. Tout concorde. Les enquêteurs décident de la convoquer immédiatement. Ils la contactent et lui fixent un rendez-vous le 28 juillet 2021. Isabelle accepte sans hésiter. Elle se présente au commissariat à l'heure prévue. Elle semble calme, mais intriguée. Les enquêteurs commencent l'interrogatoire en douceur. Ils lui demandent si elle se souvient de Céline Faure. Isabelle répond immédiatement. Bien sûr qu'elle se souvient. Céline était sa meilleure amie. Elles avaient travaillé ensemble pendant 3 ans. Elles se voyaient régulièrement. Après la disparition de Céline, Isabelle avait fait tout son possible pour la retrouver. Elle avait payé un détective. Elle avait collé des affiches. Elle avait relancé la police plusieurs fois. Mais rien n'avait fonctionné. Isabelle dit qu'elle a fini par accepter que Céline était probablement morte, même si elle n'a jamais vraiment fait son deuil. Les enquêteurs notent son émotion. Elle semble sincère, mais ils doivent vérifier ses déclarations. Ils lui posent alors la question directement. Connaît-elle l'existence du dossier médical découvert dans les archives de l'hôpital? Isabelle fronce les sourcils. Elle répond que non. Quel dossier? Les enquêteurs lui expliquent. Un dossier au nom de Céline Faure, contenant des consultations postérieures à sa disparition, des documents falsifiés. Isabelle ouvre grand les yeux. Elle semble stupéfaite. Elle demande qui a pu faire une chose pareille. Les enquêteurs ne répondent pas. Ils lui demandent si elle a déjà eu accès aux archives médicales de l'hôpital. Isabelle répond que oui, évidemment. C'est son travail. Elle coordonne les dossiers des patients. Elle consulte les archives régulièrement. Mais elle n'a jamais créé de faux documents. Elle n'en aurait aucune raison. Les enquêteurs changent d'approche. Ils lui demandent si elle a des ennemis. Si quelqu'un aurait pu vouloir lui nuire en créant ce dossier pour la faire accuser. Isabelle réfléchit. Elle répond que non. Elle n'a pas d'ennemis. Elle entretient de bonnes relations avec ses collègues. Elle ne comprend pas où les enquêteurs veulent en venir. Les enquêteurs lui expliquent alors qu'elle est actuellement la seule personne réunissant tous les critères. Elle connaissait Céline, elle travaille à l'hôpital depuis longtemps, elle a accès aux archives. Isabelle pâlit. Elle comprend qu'elle est soupçonnée. Elle se défend avec véhémence. Elle affirme qu'elle n'a rien fait. Elle aimait Céline comme une sœur. Jamais elle n'aurait créé un faux dossier. Cela n'aurait aucun sens. Les enquêteurs la laissent partir, mais lui demandent de rester disponible. Ils décident de vérifier son emploi du temps sur les dernières années. Ils consultent les registres de l'hôpital. Ils vérifient les jours où Isabelle a travaillé, les services où elle est intervenue,
les accès aux archives qu'elle a effectuées. Les données sont volumineuses. Il faudra plusieurs jours pour tout analyser. En attendant, les enquêteurs explorent une autre hypothèse. Et si Isabelle avait créé ce dossier non pas pour nuire, mais pour relancer l'enquête? Et si elle avait voulu forcer la police à rouvrir le dossier de Céline? C'est une possibilité troublante. Mais qui expliquerait tout? Isabelle aurait agi par amour, par désespoir, pour que la vérité éclate enfin. Les enquêteurs décident de la reconvoquer. Ils veulent la confronter à cette hypothèse. Isabelle revient au commissariat le 2 août 2021. Elle semble fatiguée. Les enquêteurs lui présentent leur théorie. Ils lui expliquent qu'ils pensent qu'elle a créé le dossier médical pour relancer l'enquête, que son intention n'était pas mauvaise, qu'elle voulait simplement que justice soit rendue à Céline. Isabelle écoute en silence, puis elle éclate en sanglots. Elle finit par avouer. Oui, c'est elle qui a créé le dossier. Oui, elle a falsifié les documents. Oui, elle a utilisé des tampons de l'hôpital. Elle l'a fait en 2019, 2 ans avant la découverte. Elle avait attendu que Sandrine Lambert commence la numérisation des archives. Elle savait que le dossier serait trouvé à ce moment-là. Isabelle explique son geste entre 2 sanglots. Après 20 ans, elle n'acceptait toujours pas que le dossier de Céline soit classé. Elle pensait que la police n'avait pas fait son travail correctement, qu'il y avait des pistes non explorées. Elle voulait forcer une réouverture de l'enquête. Elle s'est dit que si un dossier médical suspect apparaissait, cela obligerait les enquêteurs à reprendre tout depuis le début. Elle pensait que c'était le seul moyen de découvrir ce qui était arrivé à son amie. Les enquêteurs écoutent sa confession. Ils comprennent ses motivations, mais ce qu'elle a fait reste un délit. Falsification de documents administratifs, entrave à la justice. Isabelle risque des poursuites. Les enquêteurs lui demandent si elle sait quelque chose sur la disparition de Céline, si elle a des informations qu'elle n'aurait pas transmises à l'époque. Isabelle secoue la tête. Elle répète qu'elle ne sait rien. Si elle savait, elle l'aurait dit depuis longtemps. Elle ajoute néanmoins un détail qu'elle n'avait jamais mentionné auparavant. Dans les semaines précédant la disparition, Céline lui avait parlé d'un patient qui la mettait mal à l'aise, un homme d'une 50aine d'années. Il lui posait des questions trop personnelles. Il lui demandait si elle vivait seule, si elle avait un compagnon. Céline avait fini par refuser de le recevoir. Mais l'homme avait continué à l'appeler. Isabelle ne se souvient pas du nom de cet homme. Céline ne le lui avait pas dit. Mais elle se souvient d'un détail. Céline avait mentionné qu'il travaillait dans le bâtiment, qu'il faisait de la maintenance industrielle. Les enquêteurs se redressent. Maintenance industrielle. Bruno Morel. Tout concorde. Ils remercient Isabelle et la laissent partir. Ils décident de ne pas la poursuivre immédiatement pour la falsification du dossier. Ils veulent d'abord résoudre l'affaire de la disparition. Ensuite, ils aviseront. Les enquêteurs se concentrent à nouveau sur Bruno Morel. Ils décident de le convoquer une 3e fois. Cette fois, ils ont un élément nouveau. Ils veulent le confronter au témoignage d'Isabelle. Bruno Morel se présente au commissariat le 5 août 2021. Il semble nerveux dès son arrivée. Les enquêteurs le font asseoir. Ils lui demandent s'il a quelque chose à déclarer. Bruno reste silencieux. Les enquêteurs sortent alors le témoignage d'Isabelle. Ils expliquent à Bruno que Céline Faure avait mentionné à une amie qu'un patient travaillant dans la maintenance industrielle la harcelait. Bruno pâlit. Il nie immédiatement. Il dit que ce n'était pas du harcèlement. Il voulait juste la revoir. Il était attiré par elle. Il pensait qu'elle éprouvait la même chose. Les enquêteurs le pressent. Ils lui demandent combien de fois il a appelé Céline. Bruno hésite, puis il avoue. Peut-être 10 fois, peut-être 15. Il ne se souvient plus exactement. Il avait perdu le contrôle. Il ne comprenait pas pourquoi elle le rejetait. Il pensait qu'elle finirait par accepter de le revoir. Les enquêteurs notent chaque mot. Ils demandent à Bruno ce qui s'est passé le 14 septembre 2001. Bruno se tait. Son visage se ferme. Les enquêteurs insistent.
Ils lui expliquent qu'ils savent qu'il était en congé ce jour-là, qu'il n'a pas d'alibi, qu'il avait un mobile pour s'en prendre à Céline. Bruno reste silencieux pendant plusieurs minutes, puis il craque. Il commence à parler d'une voix basse, hachée. Il explique qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal, il voulait juste lui parler. Il l'avait attendue devant son cabinet ce matin-là. Il savait qu'elle arrivait toujours vers 8h30. Il voulait s'expliquer, lui dire qu'il l'aimait, lui demander une dernière chance. Mais quand Céline l'a vue, elle a eu peur. Elle a essayé de s'éloigner. Il l'a suivie. Il l'a rattrapée. Il a voulu la retenir. Elle a crié. Il a paniqué. Bruno s'arrête. Les enquêteurs attendent. Ils ne disent rien. Bruno reprend. Il explique qu'il l'a empoignée par le bras. Elle a essayé de se débattre. Il a voulu la calmer, mais elle continuait à crier. Il a eu peur que quelqu'un entende. Il a mis sa main sur sa bouche. Elle s'est débattue plus fort. Il a serré. Trop fort. Elle s'est effondrée. Il ne voulait pas la tuer. C'était un accident. Il a paniqué. Il ne savait pas quoi faire. Il l'a portée jusqu'à sa camionnette garée à proximité. Il a roulé jusqu'à une zone industrielle désaffectée près de Vénissieux. Il a enterré son corps dans un terrain vague. Personne ne venait jamais à cet endroit. Il s'est dit que personne ne la trouverait jamais. Les enquêteurs écoutent les aveux de Bruno sans l'interrompre. Quand il termine, il lui demande s'il peut les conduire sur place. Bruno accepte. Il dit qu'il n'en peut plus de porter ce secret, qu'il y pense tous les jours depuis 20 ans, qu'il n'a jamais réussi à oublier. Les enquêteurs organisent une expédition sur le terrain. Bruno les guide jusqu'à une friche industrielle à Vénissieux, près de l'ancienne zone des abattoirs. Le terrain est envahi par la végétation. Des bâtiments en ruine se dressent à l'horizon. Bruno désigne un endroit précis. Il dit qu'il a enterré Céline là, sous un tas de gravats. Les enquêteurs font venir une équipe de recherche. Des chiens, des géoradars, des techniciens. Les fouilles commencent immédiatement. 3 jours plus tard, le 8 août 2021, les restes de Céline Faure sont découverts. Le corps est dans un état de décomposition avancée, mais l'identification est confirmée par analyse ADN. Céline repose là depuis 20 ans. Les enquêteurs informent la famille. Nathalie Morel pleure au téléphone. Elle remercie les enquêteurs d'avoir enfin découvert la vérité. Elle dit qu'elle va pouvoir organiser des funérailles dignes pour sa cousine. Vincent François est également contacté. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis il murmure simplement « Merci ». Les enquêteurs referment le dossier. L'affaire est résolue. Bruno Morel est placé en détention provisoire. Il sera jugé pour homicide involontaire et dissimulation de cadavre. Les semaines suivantes, l'histoire fait la une des journaux régionaux. L'affaire Céline Faure devient un symbole de ces enquêtes non résolues qui ressurgissent des années plus tard, un symbole de ces vérités enfouies qui finissent par éclater. Les médias interrogent les enquêteurs. Ils veulent savoir comment l'affaire a été résolue. Le capitaine Julien Faure explique que c'est la découverte du dossier médical falsifié qui a tout déclenché. Sans ce dossier, l'enquête n'aurait jamais été relancée. Isabelle Fournier est finalement poursuivie pour falsification de documents. Mais sa peine est allégée en raison de ses motivations. Elle écope de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende. Elle perd son emploi à l'hôpital, mais elle ne regrette rien. Elle dit qu'elle a fait ce qu'il fallait pour que justice soit rendue à Céline. Bruno Morel est jugé en mars 2022. Il plaide coupable. Il reconnaît les faits. Son avocat invoque l'homicide involontaire, l'absence de préméditation, le regret sincère. Le procureur requiert 15 ans de prison. La défense demande 10 ans. Le tribunal condamne Bruno Morel à 12 ans de réclusion criminelle pour homicide involontaire aggravé et dissimulation de cadavres. Bruno accepte la sentence sans appel. Il dit qu'il mérite cette peine, qu'il a détruit une vie, qu'il a fait souffrir une famille pendant 20 ans. Dans sa cellule,
il pense souvent à Céline. Il se demande ce qu'elle serait devenue. Il se demande comment il a pu commettre un tel acte. Il n'a pas de réponse. Il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé ce matin-là. L'affaire a également des répercussions sur l'hôpital de Villeurbanne. Une enquête interne est lancée pour comprendre comment un dossier falsifié a pu être intégré dans les archives. Les procédures de sécurité sont renforcées. L'accès aux archives est désormais strictement contrôlé. Seules les personnes habilitées peuvent y pénétrer. Les dossiers sont numérisés et protégés par des systèmes informatiques sécurisés. La direction de l'hôpital présente ses excuses publiques. Elle reconnaît que des failles existaient dans la gestion des archives. Elle promet que cela ne se reproduira plus. Sandrine Lambert, l'employée qui a découvert le dossier, reçoit des félicitations. Son travail rigoureux a permis de relancer une enquête qui semblait définitivement classée. Pascal Fournier, l'ancien compagnon de Céline, apprend la nouvelle par la presse. Il est soulagé que la vérité ait été découverte. Mais il est aussi amer. Il se demande pourquoi l'enquête initiale n'a pas été menée plus efficacement. Pourquoi Bruno Morel n'a pas été identifié dès 2001? Il pense que si les enquêteurs avaient interrogé plus sérieusement les patients de Céline, peut-être que Bruno aurait été démasqué plus tôt. Mais il sait aussi que critiquer après coup est facile, que les enquêtes sont complexes, que les erreurs arrivent. Il décide de tourner la page. Il ne veut plus penser à cette histoire. Il veut se souvenir de Céline telle qu'elle était. Souriante, généreuse, professionnelle, pas comme une victime. Nathalie Morel organise des funérailles pour Céline en septembre 2021. 20 ans jour pour jour après sa disparition. Une petite cérémonie intime, réservée à la famille et aux amis proches. Isabelle Fournier est présente. Elle pleure en silence. Elle pense à son amie. Elle pense à toutes ces années perdues. Elle se demande si elle a bien fait de créer ce faux dossier. Les enquêteurs lui ont dit que oui, que sans son geste, l'affaire serait restée non résolue. Mais Isabelle ne sait pas. Elle se sent coupable. Elle a enfreint la loi. Elle a manipulé des documents officiels. Même si c'était pour une bonne cause, elle a franchi une ligne. Elle devra vivre avec ça. Après la cérémonie, Nathalie la remercie. Elle lui dit que Céline aurait été fière d'elle. Isabelle ne répond pas. Elle serre Nathalie dans ses bras et s'en va. Les mois passent. L'affaire Céline Faure sort peu à peu des mémoires. D'autres faits divers occupent les journaux. D'autres disparitions inquiètent les familles. La vie continue. Mais pour ceux qui ont été touchés par cette histoire, rien ne sera jamais comme avant. Nathalie pense à sa cousine chaque jour. Vincent aussi. Isabelle porte le poids de son geste. Bruno purge sa peine en silence. Et quelque part, dans un cimetière de Lyon, une pierre tombale porte désormais le nom de Céline Faure. 1962-2001. Infirmière, amie, victime. Sa disparition a marqué une génération. Sa découverte a révélé la fragilité des enquêtes. Et son histoire rappelle que parfois, la vérité met 20 ans à éclater, mais qu'elle finit toujours par le faire. L'affaire Céline Faure pose une question essentielle. Combien de disparitions non résolues pourraient être élucidées si les enquêtes étaient relancées? Combien de familles attendent encore des réponses? Combien de secrets sont enfouis dans des terrains vagues, des forêts, des caves? Les statistiques sont terrifiantes. En France, plusieurs milliers de personnes sont portées disparues chaque année. La plupart sont retrouvées rapidement. Mais plusieurs centaines restent introuvables. Elles deviennent des noms dans un fichier, des photos sur des affiches jaunes, des dossiers classés dans des archives poussiéreuses. Leurs familles vivent dans l'incertitude. Elles ne savent pas si leurs proches sont vivants ou morts. Elles espèrent, elles désespèrent, elles ne renoncent jamais. Le cas de Céline Faure montre qu'il ne faut jamais abandonner, que même après 20 ans, la vérité peut ressurgir, que les erreurs du passé peuvent être corrigées, que les coupables peuvent être retrouvés. Mais il montre aussi les limites du système judiciaire. Les enquêtes initiales ne sont pas toujours menées avec la rigueur nécessaire.
Les témoignages importants sont parfois négligés. Les suspects potentiels ne sont pas toujours identifiés. Les moyens manquent. Les enquêteurs sont débordés. Les affaires s'accumulent et certaines finissent par être oubliées. C'est la réalité. Une réalité douloureuse. Une réalité que les familles de disparus connaissent trop bien. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un à comprendre l'importance de signaler les comportements suspects. Peut-être qu'elle encouragera des témoins à parler. Peut-être qu'elle rappellera aux autorités qu'aucune disparition ne doit être prise à la légère. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres affaires non résolues. Activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Et surtout, n'oubliez jamais, derrière chaque disparition, il y a une personne, une vie, une famille, des amis, des rêves brisés, des questions sans réponse, jusqu'à ce que la vérité éclate, enfin.